Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, chers partenaires et membres de la GRH. Je suis Muriel Kouassi, modératrice de cet entretien. Cet entretien qui aura pour thème les mécanismes de gestion de calcul des congés annuels. Alors, la gestion des congés annuels, c'est une pratique qui suscite multiples réflexions dans nos différentes entreprises. Et Dieu merci, l'amicale des gestionnaires des ressources humaines de Yopougon nous fait l'honneur aujourd'hui de nous entretenir et d'éclairer notre lanterne sur ce thème. Donc, ce thème sera donc présenté par Monsieur Jean-Louis Pacora, RRH de Casino Barrière. Alors, restez connectés pour suivre cet entretien. Merci. Merci, mademoiselle Kouassi Muriel. Je voudrais, avant de commencer ce petit exposé sur les mécanismes de gestion et de calcul des congés, remercier les organisateurs de cet actu numéro 4, en l'occurrence le président Djibril Kamara et toute son équipe. Alors, cet exposé va se dérouler sur les points suivants. Nous allons d'abord voir l'engagement du COMDI au respect du droit au congé, le mécanisme de gestion des congés payés, le calcul des congés payés, le congé et la rupture du contrat de travail. Qu'en est-il des congés des dirigeants sociaux? Nous allons passer à l'introduction pour dire que le congé est le droit pour un salarié de prendre des vacances ou un temps de repos après une durée de service effective égale à 1 an, selon l'article 25 du Code du travail. Le législateur a prévu les mécanismes de gestion des congés et le calcul des congés. Mais ce cadre légal est susceptible de subir une application erronée exposant l'entreprise à des risques. Il est donc important de faire une bonne lecture du droit au congé payé dans son organisation et dans son calcul. Pour ce faire, notre échange va partir de l'engagement du top management pour les congés payés, puis suivront les mécanismes de gestion du calcul des congés payés, que j'ai appelé les CP. Donc les CP, ce sont les congés payés. Alors, l'engagement du COMDI au respect du droit au congé. Les directeurs des ressources humaines, au plan stratégique, doivent tenir des éléments de langage pour que les membres du comité de direction soient engagés dans le respect du droit au congé. Alors, ces éléments de langage-là peuvent être pas de report de congé sur l'exercice N+1. Tous les collaborateurs doivent prendre leur congé au titre de cette année N. La charge de provision congé doit être optimisée. Engagement des managers et directeurs au respect des congés de leurs équipes. Le congé payé aide à la cohésion sociale des équipes. Il contribue à la santé et à la performance de votre équipe. Il participe à prendre soin de la relation entre nos collaborateurs, car ce sont nos premiers clients. Il crée l'enthousiasme chez les collaborateurs. Alors, il faudrait que cet engagement-là soit senti, soit dit en comité de direction, de sorte à ce que les managers s'impliquent davantage dans l'application du droit au congé de leurs collaborateurs. Alors, ce faisant, le RH se sent aidé, se sent accompagné dans la gestion des congés dans l'entreprise. En deux, nous allons passer au mécanisme de gestion des congés. Petit 1, il faut planifier les congés en début d'exercice. Cette planification consiste à établir un planning annuel des congés par département, transmettre le retour planning des congés à chaque direction pour validation et suivi partagé, afficher ou diffuser le calendrier prévisionnel annuel des congés, communiquer sur le calendrier annuel prévisionnel de congés. Je voudrais m'arrêter un peu sur la communication. Parce que lorsque vous faites ce travail-là, il faut en même temps communiquer avec
Le comme dit avec les collaborateurs. Donc la communication peut passer soit par une ordre de service pour dire qu'à l'intention de tous les salariés, les collaborateurs, le calendrier des congés annuels a été établi et diffusé et sera affiché. Chaque fin du mois, nous prions de bien vous présenter vers vos managers pour savoir votre date de départ en congé. Alors, dès que le calendrier annuel des congés a été établi et affiché, il faut procéder au mécanisme de gestion mensuelle des congés annuels. Alors, comment cela va se faire? À partir du calendrier annuel des congés, il est facile de filtrer les collaborateurs admis à faire valoir leurs droits en congé annuel chaque mois. Les étapes à respecter sont: tous les premiers de chaque mois, établir la liste des collaborateurs qui seront admis en congé le mois prochain. Transmettre cette liste au manager pour validation. Faire attention aux dates d'anticipation et de recul des congés prévues par l'article 77 de la Convention collective interprofessionnelle. Préparer la note de service à faire signer et afficher au plus tard le 15 du mois en cours pour les collaborateurs qui partent en congé le mois prochain. Alors pour faire simple, voilà, lorsque un agent part en congé, nous sommes au mois de janvier et nous savons déjà qui part en congé au mois de février. Pour ce faire, nous prenons la liste des départs en congé qui était déjà prévue dans le calendrier des congés. Cette liste-là est communiquée au manager. Le manager va dire la liste et à partir du 15 du mois déjà, il faut afficher la liste des agents devant aller en congé au mois prochain, c'est-à-dire en février. Les documents de gestion des congés. Alors, il est très important de formaliser ce mécanisme de gestion de congés par des documents qui sont prévus par la loi. Il y a d'abord l'attestation de congé qui est remise au salarié lorsqu'il part en congé. À son retour de congé, il ne faut pas omettre de lui établir une attestation de reprise de service. Une attestation de reprise de service. Il faut aussi faire attention dans le contrôle des bulletins de paye, de savoir que le collaborateur qui a été mis en congé, il faut prévoir le paiement de son congé payé. Et cette mention-là doit figurer sur sa fiche de paye. Sur le solde de tout compte, en cas de départ, en cas de rupture du contrat de travail, il faut bien évidemment prévoir dans le solde de tout compte la mention indemnité compensatrice de congés payés, mais que nous allons voir plus loin. Ces documents sont importants, pourquoi? Parce que ces documents doivent faire l'objet d'un artisanat physique et digital pour éviter les litiges et répondre aux audits internes et externes du commissariat aux comptes. Lorsque vous avez un commissariat aux comptes, lorsque vous avez des audits internes et externes, les auditeurs, au niveau des congés, vont réclamer ces documents-là pour justifier effectivement la réalité des congés dans l'entreprise. Il est donc important de tenir très bien ces documents-là pour faire face à tous les contrôles en interne, en externe et de répondre aussi au commissariat aux comptes. Les outils de gestion. Effectivement, il faut avoir des outils de gestion pour un bon mécanisme des congés payés. Et ces outils-là, je propose un suivi Excel des congés payés. Il y a aussi le logiciel de paye qui peut être paramétré dans ce sens. Il y a le calendrier des congés payés. Voilà, il y a aussi le calendrier des congés payés qui est établi sur support Excel, voilà, où qui liste tous les salariés, les dates d'embauche, les dates de retour dernier congé, et la date prévisionnelle des congés, et la date effective des congés. Alors, avec ces outils-là, vous avez une bonne gestion du mécanisme des congés payés. Tout gestionnaire des ressources humaines a été confronté
au calcul des congés. Je sais qu'aujourd'hui, les DRH ne font plus cette activité-là. Elle est délaissée très souvent aux assistants paye, aux techniciens paye et aux collaborateurs paye. Mais il est important que le DRH puisse bien maîtriser le calcul des congés parce que ce calcul-là a des conséquences sur la masse salariale, sur le budget RH et sur les frais du personnel. Donc, dans sa politique de gestion du budget RH, le directeur des ressources humaines doit parfaitement maîtriser les calculs des congés pour ne pas que ces calculs-là puissent être mal calculés et avoir une conséquence négative sur les charges du personnel. C'est pourquoi il est important de bien maîtriser ce chapitre. Nous allons partir d'abord de la détermination de la période de référence. Il faut dire que la période de référence est équivalente au nombre de mois entre la date d'embauche ou la date de retour d'un congé et la date de départ en congé ou la date de rupture du contrat de travail. La période de référence s'estime toujours en mois. Toujours en mois. C'est-à-dire que vous avez un salarié qui a fait 6 mois et 15 jours. Les 15 jours, il faut estimer les 15 jours en mois en faisant juste un petit rapport. 15 divisé par 30, ce que vous trouvez, c'est 0,5, ça fait 0,5 mois. Donc, si on veut calculer la période de référence d'un salarié qui a fait 6 mois, 15 jours, il aura comme période de référence en mois 6,5 mois. Donc, la période de référence est toujours exprimée en mois. Les jours qui ne font pas 30 jours sont exprimés en mois en faisant le rapport nombre de jours divisé par 30. Après avoir déterminé la période de référence en mois, il faut procéder au calcul du nombre de jours congés acquis. Alors, le nombre de jours congés acquis, la loi fait obligation à ce que le congé est acquis en raison de 2,2 jours de congé par mois de service. Alors, nous prenons les 2,2 jours ici, multipliés par le nombre de mois de la période de référence que je viens d'expliquer, nous allons trouver le nombre de jours ouvrables acquis, soit Y. Y que nous trouvons ici, c'est le nombre de jours ouvrables. Or, les congés sont généralement exprimés en jours calendaires. Alors, pour trouver les congés en jours calendaires, nous allons multiplier Y, qui est le nombre de jours ouvrables, par 7 sur 6 pour trouver Z, soit le nombre de jours calendaires arrondi au chiffre supérieur. À Z, il faut ajouter les jours supplémentaires prévus pour trouver le nombre total de jours acquis au titre du congé payé. Un exemple, l'exemple parce que l'exemple enseigne la pédagogie et la pédagogie passe par l'exemple. Donc, vu que c'est une nature professionnelle, nous sommes dans la pratique, nous devons faire un exemple pour que nous soyons parfaitement à l'aise sur ce calcul. Alors, exemple, un collaborateur embauché le 1er mars 2019 part en congé le 30 avril 2020. Nombre de mois de présence, dont la période de référence qui est là, voilà, la période de référence, le nombre de mois de présence, il fait 14 mois. 14 mois de janvier à janvier 2000, de mars 2019 à en avril 2020, nous avons bien 14 mois. Nombre de jours ouvrables, nous allons multiplier les 2,2 multipliés par 14, nous aurons 30,8 jours ouvrables. Pour passer en jours calendaires, nous allons multiplier 30,8 fois 7 sur 6, nous trouvons 35,93 jours. Le nombre de jours acquis est de 36 jours. Voilà. Donc, il faut toujours arrondir au chiffre supérieur.
aussi supérieur. Voilà comment se calcule le nombre de jours congés acquis. Après avoir déterminé la période de référence en mois, après avoir calculé le nombre de jours acquis, nous allons passer maintenant à la base congé. Qu'est-ce que la base congé? La base congé est déterminée par l'article 71 de la Convention collective interprofessionnelle et les articles 25.7 et 31.9 du Code du travail. L'assiette de l'allocation de congé est la somme des rémunérations brutes perçues sur la période de référence sans tenir compte des primes et indemnités ayant un caractère de remboursement des frais. Voilà un tableau qui nous permet rapidement de déterminer la base congé. Tout en restant avec notre exemple précédent, notre salarié qui était dans l'entreprise sur 14 mois, nous allons prendre le premier trimestre de mars, avril, mai de l'année 2019. Le montant des rémunérations perçues. Dans ce montant de rémunérations perçues, il n'y a pas les primes et indemnités ayant un caractère de remboursement des frais comme la prime de transport, les primes de panier, les primes de salissure. Voilà. Et ici, le nombre de jours sur ces 3 mois. Donc, vous voyez que les 3 mois, ça fait 90 jours. Pareil, sur le deuxième trimestre, juin, juillet, août de ce salarié, il a encore un salaire cumul de salaire sur cette période de 2 100 000 francs pour 90 mois. Pareil pour les mois de septembre à novembre, de décembre en février, de mars à avril, c'est 2 mois, donc nous aurons au total 60 jours. Nous faisons les sommes des montants perçus sur la période de référence. Vous voyez ici, période de référence. La période de référence, c'est la date de retour d'un congé ou la date d'embauche, à la date de départ en congé ou la date de rupture du contrat de travail. Et là, nous avons la somme de 9 800 000 francs pour un total de jours réalisés de 420 jours. Alors, nous tirons le salaire moyen journalier, qui est simplement le rapport entre le montant des rémunérations perçues divisé par le nombre de jours sur la période. Nous avons un total moyen journalier de salaire de 23 000 francs CFA. Et là, nous voulons calculer la base congé. Après avoir calculé la base congé, nous passons maintenant au paiement, au calcul du congé payé. Le congé payé sera donc le nombre de jours de congé acquis multiplié par le salaire moyen journalier égal à congé payé. Dans notre exemple, nous aurons 36 jours multipliés par 23 000 francs. Le congé à liquider pour ce collaborateur sera de 840 000 francs CFA. Alors, ça, c'est le cas d'un salarié qui est en activité. Il est aussi important de savoir que lorsqu'un contrat de travail est rompu, il y a aussi des congés à payer. Et c'est sur ces questions-là que nous allons maintenant intervenir. Congé et rupture du contrat de travail. Alors, il faut faire attention pour ne pas être pris au piège de l'indemnité aggravatrice de préavis. Conditions d'attribution. La partie qui décide de rompre le contrat et qui le fait soit pendant le congé du travailleur, soit dans les 15 jours qui précèdent son départ en congé ou encore dans les 15 jours suivant son retour des congés, est redevable à l'autre partie d'une indemnité aggravatrice de préavis, selon l'article 36 de la Convention collective interprofessionnelle. Exemple, un salarié prend ses congés le 1er août au 30 août 2019. Il devra
l'indemnité aggravatrice de préavis à son employeur s'il notifie sa démission durant la période entre le 15 juillet 2019 et le 15 septembre 2019. De même, son employeur devra lui verser une indemnité aggravatrice de préavis s'il lui notifie son licenciement durant cette période. Alors donc, sachez que en gérant les congés, il y a le risque d'être frappé par l'indemnité compensatrice de préavis si vous ne respectez pas les délais pour les licenciements d'un agent qui est prévu d'aller en congé, qui est en congé et qui revient de congé. D'où l'importance de tenir les plannings de congé, d'où l'importance de bien communiquer sur les congés à partir des notes des services, à partir des attestations de services, de sorte à ne pas pris au piège de ces risques. Et surtout, de l'éviter. Congé et rupture du contrat de travail. Alors, pour cette rubrique-là, nous sommes toujours dans l'indemnité aggravatrice de préavis. L'assiette de l'indemnité se calcule comme suit. Le montant de l'indemnité aggravatrice de préavis équivaut à 2 mois de salaire pour les travailleurs rémunérés au mois et à 1 mois de salaire pour les travailleurs payés à l'heure. C'est-à-dire, si vous licenciez un salarié qui est à 15 jours de son congé ou qui revient des congés avant 15 jours, vous serez obligé de payer cette indemnité compensatrice de préavis. Alors, dans les ruptures du contrat de travail, après l'indemnité compensatrice de préavis, après l'indemnité aggravatrice de préavis, alors nous verrons l'indemnité compensatrice de congé payé. Conditions d'attribution. Le travailleur qui, au jour de son départ de l'entreprise, dispose de droits à congé non utilisés, doit, au moment de son départ, percevoir, en lieu et place de ses droits à congé, une indemnité dite indemnité compensatrice de congé payé. Cette indemnité correspond au jour de congé qui lui reste à prendre, mais dont il ne bénéficiera pas du fait de son départ. L'assiette de l'indemnité et modalité de calcul. L'indemnité compensatrice de congé payé est calculée sur la base des salaires et des différents éléments de rémunération, y compris les avantages en nature ou en espèces, dès lors qu'ils sont considérés comme éléments de salaire. Le mode de calcul est idem que celui des congés payés. Mais il faut faire attention, lorsque vous licenciez un salarié, de prendre en compte la période de préavis dans le calcul de son congé. Alors, je m'explique. Les droits à congé continuent à courir durant le préavis. Par conséquent, la période prise en compte pour déterminer l'indemnité compensatrice de congé payé doit comprendre la durée du préavis. Alors, je reviens à notre exemple. Un collaborateur est licencié pour perte de confiance. Il est cadre. Voilà, déterminer l'indemnité compensatrice de congé payé. Alors, si nous restons avec notre même exemple, nous avons dit que le collaborateur avait fait 14 mois. Et vu qu'il est licencié pour perte de confiance, voilà, il faut lui payer le préavis de 3 mois. Alors, les 3 mois seront mis dans la base de calcul du nombre de jours acquis. Donc, au lieu de 14 mois, il sera pour finir à 17 mois. Les 17 mois, c'est-à-dire les 14 mois de présence et les 3 mois de préavis vont être associés, multipliés à 2,2 jours pour trouver le nombre de jours acquis. À cela, le nombre de jours ouvrables seront multipliés par 7 ou 6 pour trouver le nombre de jours calendaires et ramener au chiffre supérieur, nous aurons 44 jours de congés acquis au titre de
l'indemnité compensatrice de congés payés. Alors, on peut aussi trouver la base congé de l'indemnité compensatrice de congés payés en faisant juste un tableau. Nous avons la période de référence qui est là. Dans notre cas, c'est la date de retour du dernier congé, la date de départ en congé ou la rupture de contrat de travail. Dans notre cas, nous sommes dans un cas de rupture du contrat de travail. Alors, c'est le même exemple, sauf que ici, dans la base congé, vous voyez qu'on y a ajouté la gratification. Voilà, la gratification va entrer dans la base congé de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le préavis va aussi entrer dans la base congé. Voilà, et vous voyez qu'en termes de jours, on a 0, 0. Et le nombre de jours qui sera pris en compte pour calculer le salaire moyen journalier reste toujours 420. C'est que le salaire moyen journalier pour l'indemnité compensatrice de congés payés est passé à 29 000 francs CFA parce que du fait que nous avons injecté dans la base la gratification et le préavis. Donc, pour ce cas-là, l'indemnité compensatrice de congés payés sera de 1 287 000 francs CFA. Alors, qu'en est-il des congés des dirigeants sociaux? Je parle des dirigeants sociaux. Très souvent, nous avons les directeurs généraux, le directeur général, l'administrateur directeur général. Ces personnes-là, est-ce que ces personnes ont droit à un congé payé? Est-ce que ces personnes ont droit à un congé payé? Voilà. Donc, le point que je vais aborder va porter sur la situation du directeur général avec statut de mandataire social. Ce directeur général avec statut de mandataire social n'a pas droit au congé payé. Alors, si vous avez un directeur général dans votre entreprise qui a le statut de mandataire social, qui part en congé, et si vous lui payez des congés, ce n'est pas normal. Voilà, ce n'est pas normal parce que le directeur général avec statut de mandataire social n'est pas salarié, n'est pas travailleur. Par conséquent, il n'a pas droit au congé payé. Alors, je recommande ce point des dirigeants sociaux, je recommande au DRH et aux gestionnaires des ressources humaines de clarifier le statut de leur DG à partir de l'OADA pour l'octroi ou pas des congés payés. Mais, à titre général, le directeur général d'une société, il n'a pas droit au congé payé, mais cela doit être clarifié avec le jury d'entreprise pour que, oui ou non, nous donnons un congé payé à notre DG. Je vous remercie et je serai disponible pour la phase des questions. Alors, merci, Monsieur Jean-Luc Pacora, pour cette brillante exposé. Nous avons véritablement retenu pas mal de choses lors de votre intervention. J'espère aussi que les auditeurs, les partenaires et aussi les membres de cette amicale ont bien pris note. Et cette fois, nous allons passer à la séance ou bien à la série des questions. Merci également de rester connectés. Alors, la première question que j'ai bien envie de poser à notre exposant, c'est la question des employés qui ont pour habitude de cumuler les jours de congé. Et lorsque leur période de congé arrive, ils ont tendance à vouloir reporter la période. Est-ce que c'est une bonne pratique? Et comment le gestionnaire des ressources humaines peut mieux faire face à cette situation? Ensuite, la deuxième question, c'est au niveau des 1,25 des jours calendaires. Nous n'avons pas l'habitude d'entendre ce chiffre lors de nos différentes pratiques également de calcul des congés. Mais lors de votre intervention, j'en ai pas entendu parler. Qu'en est-il réellement? La troisième question également, ça concerne une salariée qui revient de ses congés de maternité et qui souhaite partir en congé. Alors, comment détermine-t-on son salaire moyen mensuel?
en raison des 12 mois, bien évidemment, de travail effectif. La dernière question, c'est au niveau des salariés qui souhaitent fractionner la période de congé. C'est-à-dire que sur les 1 mois de congé, parce qu'ils ont prévu faire quelque chose peut-être le mois prochain et qu'ils sont supposés partir en congé le mois prochain, ils s'approchent des ressources humaines et ils souhaitent prendre 12 jours, bien 15 jours bien avant et les autres 15 jours les prendre au-delà. Est-ce que c'est une bonne pratique, c'est faisable et comment le gestionnaire des ressources humaines également s'y prend? Est-ce que c'est autorisé également par la loi? Alors, je pense avoir posé des questions également qui intéresseront tous les auditeurs et tous les partenaires n'ayant pas vraiment la science infuse. Il essaiera bien évidemment d'éclairer notre lanterne sur ces différentes questions. Merci de rester connecté. Merci, mademoiselle Kwasi Muriel, pour la pertinence de vos questions. Pour ces questions portant sur le cumul des années sans aller en congé, il faut dire que cette pratique n'est pas conseillée et n'est pas acceptable. C'est pourquoi le directeur des ressources humaines doit être engagé pour que tous les salariés puissent prendre leur congé dans l'année en cours. Et cela doit être un engagement partagé par les membres du comité de direction et surtout le directeur général doit soutenir cet engagement-là. Alors, évidemment, si un salarié cumule des jours de congé et qui veut partir en congé, c'est son droit, il faut le payer au plan légal, mais au plan de la gestion financière des frais du personnel, ceci constitue une mauvaise gestion des frais du personnel parce que un salarié qui cumule 2 années sans aller en congé, il se trouve déjà à 62 jours, à 62 jours de congé acquis sur 2 ans. Et ces 62 jours-là génèrent une charge. Et cette charge-là, elle n'est pas forcément provisionnée. Donc, pour une meilleure gestion des frais du personnel, il est conseillé que tous les salariés prennent les congés pendant le mois en cours. Mais cela doit être soutenu par une politique du DRH et cette politique-là doit être partagée en comité de direction et soutenue par le directeur général. Merci pour la question. Pour cette deuxième question relative au 1,25 qui est la formule de calcul 1,25 multiplié par 2,2 jours de congés acquis par mois pour trouver le nombre de jours de congés ouvrables. Alors, je ne dirais pas que c'est une formule qui est fausse, mais je dirais simplement qu'elle n'est pas conseillée. Elle n'est pas conseillée parce que elle donne plus de jours de congé aux salariés, donc elle génère encore une masse salariale élevée. Dans ce sens-là, le responsable des ressources humaines ou le DRH augmente de façon inconsciente les frais du personnel. Et si c'est une pratique en entreprise, pour finir, ça va devenir comme une loi et l'entreprise va prospérer dans ce sens-là. Je conseille que la formule que je viens de présenter dans mon exposé soit respectée. C'est une formule juste, c'est une formule qui peut s'expliquer devant des collaborateurs, qui peut être soutenue par des textes de loi et qui est une formule juste parce qu'elle respecte les textes en vigueur. S'agissant de la collaboratrice qui est de retour de congé de maternité, la question était de savoir est-ce que les 3 mois de congé de maternité étaient pris en compte dans le calcul des congés. Ou il faudrait bien attendre 3 mois avant que cette collaboratrice puisse aller en congé. Alors, l'élément de réponse que je vais donner est que si effectivement la collaboratrice de son retour de congé de maternité, son congé annuel planifié d'avance
planifiées d'avance arrivent à être exécutées, il faudrait bien qu'elles puissent jouir de ce congé-là. Dans le calcul du nombre de jours congés acquis, effectivement, les 3 mois font partie de la période de référence. Pourquoi? Parce que le congé de maternité est une suspension du contrat de travail. Et le paiement de ce congé de maternité est fait par la CNPS. Mais la durée du congé de maternité rentre dans l'ancienneté du salarié. La durée du congé de maternité rentre dans l'ancienneté du salarié. De ce fait-là, pour calculer le nombre de jours congés acquis, il faut bien tenir compte de ces 3 mois de congé de maternité. Alors, si elle a une période de référence qui fait 12 mois, on doit ajouter à cette période-là 3 mois de congé de maternité, ou bien les 98 jours de congé de maternité pour trouver le nombre de mois de la période de référence. Alors, pour la base congé, effectivement, nous allons lister la somme des rémunérations sur cette période-là pour trouver la moyenne, pour trouver le salaire moyen journalier. À ce salaire moyen journalier, on applique le nombre de jours congés acquis pour liquider l'allocation de congés de ces collaboratrices. Pour la dernière question portant sur le fractionnement des congés, c'est une pratique qui est récurrente. Et ce fractionnement de congés, il faut faire attention pour ne pas que le fractionnement soit payé à chaque fois. La loi dit lorsque un salarié part en congé, il faut liquider la totalité de ses congés. Alors, si un salarié, pour des nécessités de service ou par des convenances personnelles, le collaborateur et l'employeur s'accordent à fractionner les congés, il faut noter que le minimum à accorder au salarié est de 14 jours. Voilà, il pourra prendre le reste des jours sur notre période. Mais dans le paiement des congés, il faut liquider la totalité des congés. Il n'est pas légal, dans le fractionnement de congés, de payer 15 jours de congés et attendre les 15 prochains jours pour encore payer 15 jours de congés. Donc, je recommande que, même s'il y a fractionnement de congés qui vient du fait que pour des nécessités ou même pour des commodités de service, mais il faudrait liquider la totalité de congés et bien préciser sur l'attestation de reprise de service que cet agent-là est bénéficiaire de tel nombre de congés, il a pris 15 jours et le reste des jours sera pris à une date ultérieure pendant l'année en cours. Alors, merci, M. Jean-Louis, d'avoir essayé de répondre à toutes nos préoccupations. Et à vous, chers auditeurs, on espère que toutes ces préoccupations ont fait l'objet également des vôtres. Alors, nous sommes en phase de conclusion de cette séance d'entretien. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette séance. Et également, nous vous invitons à vous abonner à la page YouTube et aussi à donner vos avis, pourquoi pas, afin que nous puissions tous partager nos connaissances. Merci et portez-vous bien. À bientôt.